Alors, on a vu dans la capsule précédente la première loi de Newton. On va voir maintenant la deuxième loi de Newton sur un total de 3. Et si la première nous expliquait qu'est-ce qui se passe quand il n'y a pas de force, celle-ci va donc nous expliquer qu'est-ce qui se passe si un objet est soumis à une force. Et pour faire cela, on va devoir venir chercher une équation mathématique qui va résumer le phénomène. La deuxième loi de Newton nous présente cette relation entre la force que va subir un objet, la force qu'on va exercer sur l'objet, soit en le poussant, en le tirant d'un côté, et l'accélération que cet objet va subir. Donc cette équation est très importante, très fondamentale. La force est égale à la valeur de la masse de l'objet multipliée par l'accélération. Et donc ça nous explique aussi qu'est-ce que va faire une force. Une force va donc produire une accélération, donc va faire que l'objet se met à accélérer. Et donc c'est le rôle principal de la force, c'est de faire accélérer les objets, donc venir faire changer leur vitesse, leur donner davantage de vitesse plus le temps avance. Donc si on pousse sur quelqu'un, on lui donne une accélération, on tente de lui donner une accélération. Une accélération, c'est ce qu'on a besoin pour venir faire changer notre vitesse. Ça représente comment notre vitesse change. Et donc, si on observe aussi que notre vitesse change, on déduit par cette égalité-là qu'une force est en train d'agir sur nous. Petite relation, mais très très fondamentale. Donc, il ne peut pas avoir d'accélération s'il n'y a pas de force. Mais il y a la masse qui vient jouer un rôle. Donc, si je réécris mon équation, l'accélération que va subir l'objet va dépendre de la force, mais on va lui diviser la masse pour venir chercher en mètres par seconde carré l'accélération de mon objet. Donc, si je pousse un objet avec une petite force de quelques newtons, l'accélération qu'il va subir va être totalement dépendante de sa masse. Plus la masse est grande, plus on va diviser la valeur de force par un grand chiffre, donc avoir une petite accélération. Et donc la masse ici vient jouer notre rôle d'inertie. Donc plus la masse est grande, moins l'accélération va être importante pour une même force. Et on peut le comprendre, si vous poussez un petit objet versus un gros objet, ça sera beaucoup plus facile de faire accélérer, donc de donner une vitesse à un petit objet qu'un gros objet. Chose importante, en réalité, la force est une grandeur vectorielle. Donc, l'équation, en fait, devrait s'écrire comme ça. La force, un vecteur, est égale à la masse fois l'accélération, qui est lui-même un vecteur. Donc, ça nous dit que si on pousse dans une direction, l'objet va accélérer dans cette même direction. Et cette équation, en fait, explique l'ensemble des mouvements qui existent. Et donc, on pourrait faire 1 million d'exemples simplement en utilisant cette force-là. Tous les objets bougent suivant cette loi-là. Donc, les applications sont infinies. Et souvent, il y a plus qu'une force qui agit sur notre objet. Par exemple, ici, j'ai un mouton, bon, un objet, un animal un peu au hasard. Je lui exerce deux forces, comme ceci. Ma question pour vous, qu'est-ce qui se passe? Mon mouton est poussé vers la droite et poussé vers la gauche. Et j'ai représenté ici les longueurs de mes flèches comme un indice à quel point la force est importante. Et ils ont la même longueur. Donc je pousse d'un côté, je pousse de l'autre. C'est deux personnes qui poussent sur le mouton. Donc, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire qu'on va additionner les deux forces, mais en considérant leur orientation. Donc, si j'additionne une force vers la droite plus une force vers la gauche, ça fait 0. Donc, 10 newtons vers la droite, et ensuite on, moins 10 newtons pour le vecteur vers la gauche. Donc, ça fait un total de 0. Donc, mon mouton accélère pas. Donc, s'il ne bougeait pas, il ne va pas se mettre à bouger. Mais si le mouton est en train de courir, il n'y aura pas de raison de accélérer ou ralentir. Donc la logique est la suivante. Si un objet est soumis à plusieurs forces, il faut les additionner de façon vectorielle, donc en prenant en compte leurs orientations, en choisissant ici si on a une dimension de gauche à droite, quel côté est plus, quel côté est moins.
Donc les forces qui nous poussent du côté plus, on les met positives. Les forces qui nous tirent du côté moins, on les met négatives. Et on fait la somme, donc on additionne les forces. Donc, voici à quoi ressemblerait l'équation finale. Donc il y a un symbole devant le force, c'est le symbole de sigma qui nous dit simplement on doit additionner toutes les forces qui agissent sur l'objet. Ça nous donne une force résultante, comme on a vu au chapitre 3. Donc on est dans la continuité du chapitre 3. On additionne l'ensemble des forces, on sait maintenant comment faire ça, soit de manière juste graphique pour avoir une idée de ce qui se passe, ou d'une manière plus précise en faisant une addition de vecteurs avec les normes, les composantes, et la méthode un peu plus longue qu'on a vue, mais qui nous donne des valeurs précises. Donc on additionne l'ensemble des forces et le résultat, ça va être la force résultante, et ça correspond à le vecteur accélération fois la masse de l'objet. Quelques exemples qui représentent ça. On aurait ici une montgolfière qui est immobile au début et soudainement, deux forces agissent sur la montgolfière. On imagine ici des courants d'air. Dans quelle direction va-t-elle accélérer? Et je ne donne pas de valeur, je ne donne pas d'angle. C'est simplement ici pour avoir une idée vers où la montgolfière va se mettre à bouger. Donc la montgolfière immobile et soudainement ces deux forces-là agissent sur la montgolfière. Et donc on peut additionner les forces pour trouver l'accélération. J'ai remis ici les deux forces, je les mets bout à bout, donc ça nous permet de savoir le vecteur résultant qui est celui-ci. Donc on avait vu comment additionner des vecteurs de manière graphique, donc ça pousse un peu vers la droite, mais un peu vers le en haut à la gauche. Et le résultat, en additionnant les deux flèches, je regarde d'où je pars, je me rends où j'arrive, et ça me donne le vecteur rouge qui me dit la direction de ma force résultante, mais aussi donc de mon accélération. Les deux vont être reliés ensemble. Et donc, puisque j'accélère par là, c'est dans cette direction-là que la montgolfière va commencer à se diriger. Donc, va monter un peu et se diriger vers la droite. Donc, on revient avec notre agence spatiale internationale. Ici, c'est un petit vidéo de l'agence européenne. Et on va observer la deuxième loi de Newton en action. On va avoir plus qu'une balle. Et on va souffler de la même façon. Et on va voir que, en fonction de la masse des objets, qui est très différente, les objets ne vont pas accélérer du tout de la même façon. Donc la balle qui a la masse très élevée, donc on résume ici le concept avec notre équation. Donc la balle qui a la masse très élevée, si on met une valeur de m très très grande dans l'équation, ça va nous amener une petite accélération. Donc la vitesse ne changera pas beaucoup, alors que la masse de la balle blanche qui était au-dessus est très petite, donc va faire en sorte que l'accélération va être très grande et donc va partir très vite, va quitter le champ de vision de la caméra rapidement. Trois petits exemples qui vont juste mettre en application la deuxième loi de Newton. On a une balle qui est frappée avec un bâton. Donc on a une balle ici qui frappe avec un bâton avec une force de 1000 newtons dans une direction. On sait elle accélère comment. Donc on a 4 fois 10 à la 3 mètres par seconde carré. Ma question, c'est quoi la masse de la balle? Si on sait comment la balle accélère. Et mon équation, c'est la somme des forces. Donc j'additionne les forces, ça me donne MA. Des petits vecteurs si on veut être précis, mais on est en une dimension, donc on n'aura pas d'angle présentement à calculer ou quoi que ce soit. Donc c'est relativement simple. La somme des forces, on parle une force, donc on n'en a qu'une, la 1000. Mais ici, on avait plusieurs, on en aurait additionné plusieurs. On a seulement que celle de 1000 newtons. La masse, je ne sais pas c'est quoi, mais l'accélération, ça accélère beaucoup. Ça accélère. Donc, j'ai remplacé la force par 1000, l'accélération par 4 fois 10 à la 3, qui est très très grande. Donc, on imagine que la masse qu'on va trouver va sûrement être très petite.
Donc la valeur de la masse, c'est égal à 1000 divisé par mon 4 fois 10 à la 3. Donc si je veux amener le 4 fois 10 à la 3 du côté de mes chiffres, mon 1000, de mettre tous les chiffres du même côté, puisqu'il multiplie la masse de l'autre côté de mon égal, on doit diviser mon 1000 par mon chiffre ici. En faisant ce calcul-là, on obtient 0,25 kg, c'est ma réponse. Une petite masse, on avait une grande force, mais ça nous amenait à une grande accélération. Donc, on a ici la masse de la balle. Donc, une équation, comprendre s'il y a plus qu'une force qui agit dessus, et ensuite, simplement, c'est des choses qui se multiplient. Donc, ramener l'inconnu d'un côté de l'équation et les chiffres de l'autre côté. Deuxième question, on a une boîte qu'on pousse avec une force de 20 newtons, par là par exemple. 20 newtons, on pousse une boîte. La boîte a 2 kg, donc pas très lourde. Petite masse. Et on a donc 20 newtons par là. Et qu'est-ce que ça dit? Il y a une force de frottement entre la boîte et la surface, donc le sol, d'une valeur de 8 newtons qui s'oppose au mouvement. Donc quand on a du frottement, ici on a pris le temps de bien écrire que ça s'oppose au mouvement, mais l'idée du frottement, c'est si je pousse à 20 newtons par là, le frottement va venir s'opposer. Donc c'est en fait le sol ici qui frotte sur la boîte, qui fait en sorte que c'est comme si on repoussait de l'autre côté à 8 newtons. Quelle est alors l'accélération de la boîte? Donc de notre objet, c'est toujours notre deuxième loi de Newton qu'on applique. Et la somme des forces va être un peu différente. Donc on a une force de 20 newtons et on a une force de 8, mais de l'autre côté. Donc ce qui est important à faire attention, si les forces s'opposent, sont dans des sens contraires, on ne peut pas les mettre les deux positives. Donc je vais dire que vers la droite, c'est mes forces positives. Donc mon 20 est positif, mais mon 8 est négatif. La masse, je sais c'est quoi, c'est 2. Mais l'accélération, je ne sais pas c'est quoi. Donc 20 moins 8, il me reste 12 de ce côté-ci. Et 12, ça représente 2 fois l'accélération. Donc mon accélération, 12 divisé par 2, un total de 6. Et l'accélération, c'est des mètres par seconde carré. Finalement, dernière question. On pousse une tondeuse à l'aide d'une force horizontale constante de 150 newtons. La tondeuse avance à vitesse constante et on a 3 km/h. Donc la tondeuse se déplace à une vitesse constante, donc sa vitesse ne change pas. Et on s'intéresse au frottement, trouver la force de frottement entre la tondeuse et le sol. Donc on va reprendre notre équation ici, notre deuxième loi de Newton. Et je sais que si c'est une vitesse constante, ce que ça me dit, ça nous fait sortir une notion de cinématique. Ça dit que si ma vitesse ne change pas, la valeur de mon accélération, c'est 0 mètres par seconde carré. Donc, vitesse constante signifie que l'accélération est nulle. Donc, de ce côté-là de mon équation, en fait, peu importe la masse de ma tondeuse, je sais que je multiplie par 0. Donc, je ne peux pas avoir uniquement la force de 150 newtons qui me pousse, parce que ça me ferait accélérer. Et là, j'accélère pas. Donc, ça veut dire qu'il y a deux forces. Il y a celle de 150 newtons, je vais dire qui est positive, et il y a mon autre qui est dans l'autre sens, la force mystérieuse, qui est en fait la force de frottement, qui est dans l'autre sens. Force de frottement, FF, ici, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, la force 2, ou la force du sol, peu importe. Ce qui fait en sorte que la force de frottement va dans l'autre sens, le sens négatif, avec 150 newtons. Donc finalement, si vous comprenez rapidement le problème,
vous savez que puisque ça accélère pas, je pousse à 150. Il faut que la force de frottement soit également 150 newtons. Donc, davantage conceptuel ce problème-là, il n'y a pas réellement un calcul complexe à faire, mais comprendre que la vitesse constante implique que ma somme des forces doit me donner 0, puisque j'accélère pas. Et voilà, ça termine la capsule sur la deuxième loi de Newton.